Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antonin Adjé et aujourd'hui dans cette formation, nous allons voir plusieurs choses. La première chose, nous allons voir comment évaluer la fiabilité d'une information en ligne. On ira assez rapidement là-dessus parce que c'est souvent des choses que vous connaissez déjà, mais ça peut être intéressant de les revoir. Ensuite, je donnerai quelques concepts très importants en esprit critique qui permettront justement d'aller plus loin et de voir la pertinence ou pas d'une information. Enfin, j'expliquerai comment diffuser une information et surtout comment faire face à des résistances. Certains élèves ou certaines personnes vont rejeter une information même vraie. Pourquoi est-ce qu'ils font ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, malgré tout, enseigner, transmettre une information. Et je terminerai par un exemple d'une interaction que j'ai eue avec un élève il y a quelques mois, une interaction qui s'est très bien passée, même si c'était un débat, et qui nous permettra justement de voir plusieurs principes très importants en rhétorique et en esprit critique pour avancer dans un débat et le faire de manière intelligente. Alors pour me présenter davantage, moi, donc je m'appelle Antonin Anger, j'ai une double casquette. La première casquette, c'est que je suis écrivain de science-fiction et j'ai fait 3 romans qui s'appellent Interfield 1, 2 et 3. Et ce sont des romans dits d'anticipation, donc où j'imagine le futur et j'imagine de ce futur un nouveau réseau social qui permet de partager ses émotions. Ce réseau s'appelle donc Interfield. Au-delà du roman d'aventure, c'est aussi un roman qui justement va déjà aborder ces thématiques du réseau social, de l'influence de la technologie sur nos personnalités. Et donc, on est sur des thématiques que j'aborde aussi beaucoup en formation et, euh, et que l'on va voir durant cette formation-là. En parallèle à ça, je suis doctorant en psychologie sociale. Donc, la psychologie sociale, c'est la branche de la psychologie qui s'occupe de comprendre comment l'influence des gens autour va impacter notre manière de voir le monde, d'agir, etc. Et je me concentre plus spécifiquement sur les théories du complot et comment, encore une fois, nos interactions influencent notre croyance dans les théories du complot. Donc on reste très proche des thématiques de fake news et de transmission d'informations et d'esprit critique. Commençons directement par une question très simple. Comment est-ce qu'on évalue la crédibilité d'une information? Et là, j'ai mis vous, comment faites-vous? Alors, c'est une question qu'il faut se poser, je pense, de manière personnelle, parce qu'on a rarement ce retour sur soi-même. C'est plutôt quelque chose d'intuitif. Mais c'est aussi une question que je pose aux élèves très souvent. Et je commence ma formation comme ça. Et la raison est très simple. En esprit critique, on sait que ce qui marche le mieux, c'est pas tant d'asséner des vérités. Par exemple, dire pour vérifier l'information, il faut faire ci et c'est pas autrement. Ça serait un peu paradoxal, puisque le but de l'esprit critique, c'est d'apprendre à penser par soi-même. Ce qui est intéressant, ce qui fonctionne bien, c'est les méthodes argumentatives. Comment est-ce que eux évaluent une information? Et après, à partir de leur réponse, on peut réfléchir, raisonner et voir comment améliorer ces méthodes-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question aux élèves, ils ont des réponses très pertinentes et qui sont peu ou prou les mêmes que nous. Les critères, ça va être ces 5 critères-là principalement. Tout d'abord, il y aura ce qu'on appelle la fiabilité de la source. Alors, source, ça va être quoi? Ça va être Le Monde, ça va être TF1, ça va être un blog sur internet. Il y a certaines sources qui sont considérées plus fiables que d'autres. Le Monde est plus fiable qu'un blog sur internet, par exemple. Il y aura aussi la fiabilité de l'interlocuteur, qui parle, qui s'exprime dans le monde, sur le blog, etc. Est-ce que c'est une personne compétente? Est-ce que c'est un expert dans son domaine? Généralement, s'il est compétent dans son domaine, il y a plus de chances qu'il ne dise pas de bêtises. Quand on parle de la guerre en Ukraine, est-ce que la personne est sur place? Est-ce que la personne a étudié ce domaine-là? Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la multiplicité des canaux de diffusion. Ça, c'est tout simplement que si une information importante n'est reprise que par un seul journal, peut-être que c'est pas vrai. Parce que sinon, les autres journaux ou les autres médias auraient aussi repris cette histoire. Donc voilà, est-ce que l'information est reprise par beaucoup de médias ou pas? Il y a la crédibilité d'information, donc là, ça peut vous paraître bizarre parce que vous vous dites, justement, le but de l'esprit critique, c'est de remettre en question ce qui nous semble crédible. Oui, mais en même temps, on a quand même intuitivement des outils cognitifs pour juger ce qui est vrai ou pas. Et on fonctionne comme ça au quotidien. Qu'est-ce qui nous paraît vraisemblable ou pas? Si je vous dis que les aliens viennent de débarquer à Paris pour rencontrer le président Macron, il y a peu de chances que vous pensiez ça crédible. Vous n'avez pas vérifié l'information avant de me dire non, je ne pense pas que ce soit crédible. Vous allez rapidement juger l'information. Si je vous dis par contre que le président chinois vient d'arriver à Paris pour rencontrer le président Macron,
bah, c'est plus crédible déjà. Vous allez avoir davantage confiance dans cette affirmation. Si je vous dis que le président Poutine est arrivé à Paris, alors peut-être en même temps c'est bizarre, vous allez avoir un doute supplémentaire. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est totalement normal. C'est normal d'avoir ce jugement intuitif. Il ne faut pas le rejeter par défaut. Ça ne sert à rien. Il y a des limites comme tout, mais en tout cas, c'est une de nos manières de juger l'information. Et enfin, il y a les commentaires et les critiques de l'information. Et là, c'est pareil, ça peut paraître bizarre. On va se dire, mais enfin, voilà, des gens qui vont commenter un article, en quoi c'est pertinent, en quoi ça m'aide. Bah, déjà, peut-être que ça peut aider. Peut-être que les gens qui vont répondre sont des personnes compétentes, qui vont justement argumenter et expliquer pourquoi elles ne sont pas d'accord. Et si on a un bon argumentaire, ça peut être convaincant. Et aussi, de manière beaucoup plus prosaïque, quand on va acheter un outil sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les commentaires, on va voir la note. Si la note est très mauvaise, on ne va pas prendre d'outil. Si les notes sont bonnes, on va considérer l'outil. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des animaux sociaux, on vit en interaction et on se base sur le jugement des autres pour évaluer une information. Ça ne veut pas dire qu'on suit comme des moutons. Ça veut dire qu'on va tenir compte du jugement des autres pour se positionner pour ou contre. Et nier ça, c'est un peu nier ce qu'on est, donc c'est pas pertinent. Il faut juste, encore une fois, admettre qu'il y a des limites à ce raisonnement, mais accepter aussi le fait qu'on se base aussi sur le jugement des autres. On appelle ça la sagesse de la foule, hein, d'ailleurs. C'est un concept très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aucun de ces critères n'est fiable à 100%. Mmh, forcément. Un journal réputé fiable comme Le Monde peut dire des bêtises. C'est déjà arrivé. Et d'ailleurs, un journal réputé pas fiable peut dire des choses vraies. C'est déjà arrivé. Un interlocuteur pertinent peut dire n'importe quoi des fois. Didier Raoult, avant toute cette histoire du Covid, était un scientifique très réputé. Mais maintenant, il dit des choses qui sont peu pertinentes. Beaucoup de journaux peuvent, répéter une information fausse. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, on pensait avoir retrouvé Xavier Dupont d'Ligonnès en Écosse. Tous les journaux s'en étaient emparés, c'était une fake news. Mais les journaux ne voulaient pas passer à côté de cette information, donc ils ont reproduit l'information. De même, un journal seul peut sortir une information pertinente et sourcée, que les autres journaux ne vont pas reprendre parce que c'est trop de niche ou parce que politiquement, économiquement, c'est pas intéressant. Il y aura donc la crédibilité de l'information, bah, bien évidemment, c'est pas fiable à 100% parce que ça dépend de beaucoup de paramètres. Déjà, il y a des informations qui nous paraissent crédibles qui ne sont pas. Encore une fois, si je vous dis que Xi Jinping, donc le président chinois, est arrivé à Paris, ça paraît crédible, mais c'est pas vrai. Là, il est en Chine. Et de même, si je vous dis que si vous avez un frère jumeau, que ce frère jumeau prend l'avion, que vous restez au sol, votre frère jumeau va vieillir plus vite que vous. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai, la distance, l'altitude impacte l'écoulement du temps. Donc voilà, donc cette notion de qu'est-ce qui est crédible ou pas, c'est très subjectif. Un complotiste qui est persuadé que toutes les élites travaillent ensemble pour nous injecter la 5G à travers le vaccin, s'il voit une information qui va de ce sens, moi ça me paraîtra absurde et pas crédible, lui ça lui paraîtra crédible. Donc cette crédibilité est très subjective. Il ne faut pas oublier ça. On est dépendant de nos propres critères de sélection. Et enfin, commentaires et critiques de l'information, bah, naturellement, des commentaires et des critiques peuvent tomber à côté. Ça peut arriver, la majorité n'a pas toujours raison. Sur des sujets très pointus, la majorité peut très facilement se tromper justement, parce que ce n'est pas intuitif. Donc ces critères sont pertinents, mais pas à 100%. De toute façon, aucun critère n'est pertinent à 100%, sinon ça serait trop facile et on n'aurait pas besoin de faire de formation. Bon, maintenant qu'on a vu ça, petit rappel aussi sur les actions à effectuer pour vérifier une information. On remonte à la source. Qui a vraiment posté ça? Est-ce que c'était une traduction? Est-ce que la traduction est correcte? On vérifie le contexte, date, lieu, contexte général. Un exemple très simple. Le 15 mars 2020, donc le lendemain ou le jour même de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron, cette photo est postée sur TikTok, sur Twitter, enfin maintenant X, et on voit des dizaines de milliers de Français sur les Champs-Élysées. Scandale, en plein confinement, des Français font la fête, décidément, c'est français. Bon, alors, si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que cette photo n'est pas fausse, elle n'est pas truquée. C'est juste que le contexte n'est pas le bon. Cette photo date de juin 2018, Coupe du Monde, victoire de la France à la Coupe du Monde de football. C'est juste que le contexte, date, lieu, enfin la date surtout, a changé et maintenant ça nous paraît être une fake news.
D'ailleurs, une fake news en soi, une information n'a pas à être fausse pour nous tromper. On peut simplement la sortir de son contexte. Bon, maintenant qu'on a vu ça, qui est un peu la base, on va aller plus loin. Et là, ça va être très intéressant. Je vais vous parler de deux concepts peu utilisés, mais très utiles pour justement valider l'information, vérifier l'information. Et pour ça, on va parler du mystère de la dent d'or. Alors, ça se passe en 1593, en Silésie, et il y a un jeune garçon qui se réveille un jour, et une de ses dents est devenue en or. Et pendant des années, il y aura débat, plein de débats, où les gens des grands savants vont se demander, mais comment est-ce que c'est possible qu'une dent en or apparaisse comme ça de la bouche d'un enfant? Et donc il y a plein de réflexions qui se font, certains pensent que c'est une manière de consoler des chrétiens après la défaite, contre les Turcs à l'époque et donc voilà, grande réflexion et personne ne parvient à résoudre ce mystère de la dent d'or. Alors vous, comment est-ce que vous expliquez ce mystère? Bah, en théorie, la bonne question à se poser, c'est pas: «Comment est-ce que ça se fait qu'une dent d'or ait pu apparaître?» La vraie question à se poser, c'est: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'une dent d'or est vraiment apparue?» La réponse est non, bien sûr. Quand on a fouillé, et on a creusé l'information, on s'est rendu compte que c'était un papier d'or qui était collé sur Adam, mais les gens n'avaient pas pris la peine de vérifier. Et cela a fait dire à Fontenelle, Bernard de Bouillet de Fontenelle: «Assurons-nous bien du fait, avant de nous inquiéter de la cause. Assurons-nous que c'est vrai avant de nous offusquer, avant de nous énerver». Et après, il critique le fait que les gens ne font rarement cette vérification, ce qui est vrai, malheureusement. On va s'offusquer, réagir, défendre, attaquer un point de vue avant de vérifier si c'est vrai. Et il y a beaucoup d'exemples modernes dans ce sens. Par exemple, il y a quelques mois, il y a un tweet qui est apparu à la sortie du film Sound of Freedom, qui est un film en fait qui dénonce les réseaux pédophiles. Et donc ce tweet dit, quel curieux hasard, catastrophe à la centrale de Zaporizhzhia, donc c'est il y a quelques mois, en Ukraine, le lendemain de la sortie de Sound of Freedom de Mel Gibson, qui expose l'Ukraine de Zelensky, plaque tournante du trafic d'enfants pour des pédophiles. Bon là, on pourrait se dire, bah, c'est pas parce que, un film dénonce, l'implication de l'Ukraine dans des réseaux pédophiles que ça explique pourquoi la centrale a explosé. 2 choses peuvent arriver en même temps sans qu'elles soient reliées. On peut raisonner comme ça et dire qu'en fait, c'est pas parce que ce film sort, et qu'il expose, l'Ukraine, de Zelensky, que la centrale explose. C'est pas un complot, on n'a pas fait sauter la centrale pour cacher la sortie du film. Mais ce qu'on pourrait surtout faire, c'est vérifier si c'est vrai. Est-ce que ce film parle vraiment de ça? Bien sûr, la réponse est non. Alors, déjà, ce film n'a aucun lien avec Mel Gibson. Et Mel Gibson étant antisémite, ça devient une figure en fait très prisée des complotistes, parce que le complotisme et l'antisémitisme vont main dans la main. Donc, Son of Freedom, c'est un film qui parle bien de réseau pédophile, mais en Colombie. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Et donc, cette personne dit n'importe quoi. Mais voilà, on tombe facilement dans le piège de se dire, mais non, non, mais il faut expliquer qu'il n'y a pas de lien entre les deux événements. Non, non, il faut surtout expliquer que c'est faux, que ce qu'il annonce est faux. Allez, un sujet un peu plus piquant, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que c'est à cause de l'aluminium que les vaccins causent l'autisme? Et là, on pourrait expliquer, mais non, voyons, la quantité d'aluminium, elle est très très petite dans les vaccins, et les vaccins modernes n'ont plus d'aluminium. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les vaccins causent l'autisme? Et la réponse, vous vous en doutez, est non. Il y a eu des centaines d'études sur le sujet, donc il y a même pas de polémique, hein, c'est une certitude. Toute cette histoire de vaccin qui cause l'autisme, elle date des années 90, où un médecin en Angleterre a sorti une étude de Lancet où il avait trouvé un lien. Et depuis, il y a des dizaines et des dizaines de scientifiques qui ont refait son étude et qui n'ont pas trouvé de lien. Mais c'est trop tard. La boîte de Pandore a été ouverte. Et l'inquiétude légitime des parents sur ce sujet a amplifié ce phénomène. Et d'ailleurs, ce médecin, désormais, est millionnaire et se fait plein d'argent en faisant plein de conférences à ce sujet, complotistes, bien sûr, à ce sujet. La raison qui fait qu'on peut imaginer un lien, c'est qu'en fait, la détection de l'autisme des enfants se fait au même âge que les vaccins. Et donc, forcément, euh, on imagine un lien de cause à effet. On imagine un lien de cause à effet.
C'est très tentant pour l'humain d'imaginer des liens de cause à effet quand des choses arrivent en même temps, mais c'est rarement le cas. Autre exemple, pourquoi les OGM sont-ils mauvais? Bah, la question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce que les OGM sont mauvais? Je sais que c'est un sujet qui est très sensible en France, hein, mais on peut critiquer plein de choses sur les OGM, mais ils sont pas dangereux. Ça fait 20 ans, hein, que, des études dans le monde entier, font des expériences. Les OGM ne sont pas dangereux. On peut critiquer Monsanto, on peut critiquer la privatisation du vivant, on peut tout critiquer, il y a pas de souci. Mais factuellement, les OGM ne sont pas dangereux. Et accessoirement, la patate douce est un OGM, naturel, mais c'est un OGM, une bactérie qui a transformé, la génétique de la plante, d'origine. Donc première chose, la dent d'or de Fontenelle, assurons-nous de la cause, assurons-nous du fait avant de nous inquiéter de la cause. C'est très important et on ne le fait pas assez. Moi le premier, hein. Deuxième image et deuxième concept, j'adore cette image parce qu'elle va montrer quelque chose d'assez incroyable. Un peu d'histoire, maintenant on n'est plus en 1592, on est lors de la Seconde Guerre mondiale et les Anglais se battent contre les Allemands et on remarque que, tous les avions qui partent en Allemagne et qui reviennent, tous les avions qui reviennent ont des impacts de balles au point que l'on voit sur le schéma, donc au bord des ailes, au centre et sur l'aileron arrière. Et on a l'idée de renforcer les avions en mettant du blindage. Sauf qu'on ne peut pas mettre du blindage de partout parce que ça ferait des avions trop lourds et donc il faut choisir où est-ce qu'on met les blindages. Et le premier réflexe, alors première question pour vous, où est-ce que vous mettriez des blindages? Normalement, le premier réflexe, c'est de se dire: «Bah, c'est pas compliqué, je mets des blindages là où il y a des impacts de balles». Donc, au bord des ailes, au centre et sur l'aileron. Et là, il y a un statisticien qui s'appelle Abraham Wald qui a fait: «Non, non, mais pas du tout. Il ne faut surtout pas mettre des blindages là où il y a des impacts de balles. Au contraire, il faut mettre des blindages là où il n'y a pas d'impact de balles». À votre avis, pourquoi? Je vous laisse réfléchir une petite seconde. L'explication qui est contre-intuitive, mais qui est très pertinente, c'est que si un avion a pu voler jusqu'à la base avec des impacts à ces endroits, ça veut dire que ces impacts ne sont pas une menace pour l'avion. Au contraire, si l'avion s'est fait frapper aux endroits où là, il n'y a pas de balles, ça veut dire qu'il n'a pas pu rentrer à la base. C'est-à-dire qu'en fait, ce dessin-là montre que tant qu'on tire là où il y a des points rouges, l'avion peut voler. Mais si tu tires à d'autres endroits, l'avion ne peut pas voler, il ne peut pas retourner à la base. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. On ne se base que sur ceux qui ont survécu pour tracer une vérité générale. Et il faut faire attention à ça parce que ça peut avoir des conséquences très néfastes sur notre manière d'aborder une situation. Comme ici, où on pense qu'il faut protéger les endroits où il y a des impacts de balles, alors qu'au contraire, il faut protéger les endroits où il n'y a pas d'impact de balles, parce que ça veut dire que si l'avion est touché ici, il ne peut pas rentrer à la base. À la base, pardon. Un exemple, mes parachutes sont d'excellente qualité. La preuve, personne n'a jamais venu se plaindre. Ça, c'est une petite blague que dirait un vendeur de parachutes. Et en fait, intuitivement, vous comprenez que là, il y a un biais du survivant. Des fois où le parachute ne marche pas, bah, la personne ne peut pas venir se plaindre. Biais du survivant, on ne se base que sur ceux qui ont littéralement survécu. Voici une jolie image de chat, mais pourquoi est-ce que je vous montre cette image? C'est pour illustrer une autre étude où on imagine En fait, il y a une étude qui est sortie en 87 où un vétérinaire remarquait que les chutes qui faisaient le plus de dégâts, enfin des chats qui venaient, qui étaient davantage, excusez-moi, les chats étaient davantage blessés quand ils tombaient du premier au sixième étage. Et après le sixième étage, ils avaient moins de blessures. Ce qui paraît contre-intuitif. On pourrait se dire, bah, plus ils tombent de haut, plus les blessures sont importantes. Et là, c'est pareil, on pourrait avoir un raisonnement et se dire, bah, peut-être parce que au-delà du sixième étage, il peut retomber sur ses pattes, etc. Et en fait, non, la vérité, elle est un peu plus tragique que ça, c'est qu'au-delà du sixième étage, bah, beaucoup de chats décèdent en fait. Et ceux qui ne décèdent pas, c'est ceux qui ont de la chance et donc qui ont des blessures peu importantes. Encore une fois, c'est le biais du survivant. On ne peut pas avoir comme conclusion qu'un chat n'est pas beaucoup blessé au-delà du sixième étage. Au contraire, il est tellement blessé que malheureusement, il ne survit pas. On a souvent aussi comme argument, oui, regardez ces bâtiments grecs anciens, à l'époque, on savait faire des vrais bâtiments qui tiennent encore, qui tiennent pendant des siècles et des siècles. Oui, mais non, puisque 99,9% des bâtiments d'époque ont disparu. Les seuls qui restent, c'est le biais du survivant. Et des bâtiments de notre époque, certains survivront aussi pendant des centaines et des centaines d'années.
Un argument qu'on a souvent aussi, c'est à l'époque des Beatles ou des Stones, on savait faire de la musique. Maintenant, on n'a plus de groupe comme ça qui va rester. Oui, mais à l'époque des Stones et des Beatles, il y a eu plein d'autres groupes qui ont disparu, qui n'ont pas survécu jusqu'à nous. Encore une fois, biais du survivant. Celle-ci, je l'aime beaucoup. En 2008, il y a Sylvia Browne, qui est donc une voyante américaine, je crois, qui a fait un livre de prédiction. Or, il y a cet extrait-là qui a un peu buzzé sur les réseaux sociaux lors du Covid. Vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches et résistant à tous les traitements connus. Et là, on se dit, bah voilà, elle a prévu le Covid, c'est incroyable, c'est une vraie voyante. Il ne faut pas oublier que c'est un livre entier de prédictions. Et que là, on n'a qu'une prédiction qui fonctionne. Et si on creuse un peu ce livre, on se rend compte qu'il y a plein de prédictions qui n'ont jamais eu lieu. En 2014, ce sera la fin du télémarketing, etc., etc. Et accessoirement, je suis prêt à parier que 10 ans plus tard, il n'y aura pas une réapparition. De toute façon, le Covid n'a pas encore disparu. Donc, il faut se méfier des prédictions parce qu'en fait, on ne va garder que celles qui fonctionnent a posteriori, oubliant toutes celles qui ne fonctionnent pas. On a beaucoup ça aussi parmi les personnes politiques. Il y a des personnalités politiques qui ont prédit des choses. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'elles ont prédit, mais qui ne s'est pas réalisé? Il faut toujours faire attention à ça. Adoption, ça ne s'est pas réalisé. Les secrets d'un millionnaire, 17 principes pour se conditionner à la liberté financière. Voilà, il faut s'engager à être riche. Il ne faut pas juste vouloir être riche, etc., etc. Et peut-être qu'il y a des millionnaires qui ont réussi à devenir millionnaires grâce à ça, mais il y en a beaucoup qui avaient aussi ce même principe qui ne sont pas devenus millionnaires. Beaucoup de livres de développement personnel jouent là-dessus et vont, par exemple, expliquer que comme tel millionnaire se lève à 5 heures du matin tous les jours, si toi, tu te lèves à 5 heures du matin tous les jours, tu vas pouvoir devenir millionnaire. Mais non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent à 5 heures du matin tous les jours et qui ne sont pas millionnaires. Il ne faut pas oublier ça. Et encore plus important, beaucoup de pseudosciences et de pseudomédecine vont se baser sur ce biais du survivant pour vanter les mérites de leur programme. Ce monsieur que vous avez là s'appelle Thierry Casasnovas, qui est un gourou, très clairement, qui se fait beaucoup d'argent avec ça, bien sûr, c'est jamais altruiste, et qui vante des régimes à base de légumes et de fruits. Il vend des extracteurs de jus à un prix démentiel, et il explique en fait qu'il y a tellement de bénéfices à son régime que ça guérit de tout en fait. Il a même dit, je ne rigole pas, un membre amputé peut repousser. Bon, et là, il parle de son programme anti-cancer, et ça va être ça va être manger des fruits et des légumes, prendre des bains d'eau glacée, etc. Et il y a un commentaire dessous. Guéri d'un cancer du côlon stade 3 grâce à ton enseignement. Merci Thierry. Alors, admettons que ce soit un vrai commentaire et pas un copain à Thierry Casasnovas qui met ça pour vanter les mérites de son régime. Sachant que c'est Fred Harvard Academy, j'ai un petit doute. Mais admettons que ce soit vrai. C'est possible. Déjà, il y a deux choses. La première, c'est qu'il existe des guérisons miraculeuses du cancer. Il y a des gens qui n'ont pas de traitement, de chimio, etc., et qui guérissent. Et tant mieux pour eux, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est grâce à ce régime. Il y a même des gens qui vont suivre son régime et qui vont guérir sans traitement. Mais ça ne veut pas dire que c'est grâce à ce régime. La guérison miraculeuse existe. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on a plus de chances de guérir d'un cancer statistiquement avec une chimio. Alors, le chimio, ça fait peur, hein. C'est anxiogène, on perd ses cheveux, c'est voilà. Mais statistiquement, ça marche mieux. Et le problème, c'est qu'il y a aussi des gens qui vont suivre son régime et qui vont lâcher les traitements traditionnels et qui vont pas survivre. Bah, ceux-là, ils seront pas ici pour commenter et dire que ça marche. Donc, il faut se méfier de ce genre de raisonnement. Et il y a plein de et en fait, pour conclure un peu sur ce monsieur, il va jamais dire qu'il faut pas faire des traitements classiques, mais il va toujours jouer sur un double discours. Je suis pas médecin, mais je vous donne des conseils médicaux. Il y a toujours ce double discours qui est très perturbant, et les commentaires montrent ça. Rajoutons le fait qu'il peut supprimer les commentaires négatifs, et donc artificiellement augmenter ce biais du survivant. Alors, maintenant, arrivons sur le second point de mon intervention, enfin un autre point en tout cas, comment diffuser l'information lorsqu'elle est conflictuelle. Et là, on va parler des exemples où un élève, justement, ou n'importe qui d'ailleurs, va refuser de croire ce que vous dites. Déjà, la question, c'est pourquoi, comment fonctionne l'établissement d'une conviction chez quelqu'un. Dans un monde pur et parfait, on a des arguments qui nous amènent à une conclusion. D'accord? Par exemple, moi je pense que la Terre est ronde parce que j'ai vu des photos que la Terre était ronde.
Bon, argument, conviction. Il y a des décalages horaires. Argument, conviction. Donc mes arguments m'amènent à une conclusion, une conviction que la Terre est ronde. Il y a des gens qui raisonnent dans l'autre sens. Prenons l'exemple un peu caricatural des platistes, des gens qui pensent que la Terre est plate. Bah, peut-être que l'argument c'est un avion ne pourrait pas voler si la Terre était ronde, parce qu'un avion va tout droit, donc la Terre est plate. Et j'ai eu un élève qui m'a dit ça une fois, qui m'a dit moi la Terre ronde, je crois pas trop parce que un avion il va tout droit, alors la Terre est ronde, donc c'est pas possible. S'il allait vraiment tout droit, il finirait dans l'espace. C'est un argument qui a une certaine pertinence. Il est faux, mais il a une certaine pertinence. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet élève a un raisonnement comme ça, il base sa conviction que la Terre est plate sur un argument. Ce qui veut dire que si j'arrive à lui prouver que son argument ne fonctionne pas, il y a des chances qu'il change d'avis. Parce que il base sa conviction sur un argument. J'ai eu un exemple un peu plus très intéressant il y a 2 ans, je crois, lorsque le vaccin contre le Covid est sorti. Et une personne m'a dit, bah, moi ça me semble bizarre ce vaccin, je me méfie un petit peu, parce qu'il est quand même sorti vachement vite. Ce qui est vrai, hein, il est sorti très vite, il est sorti moins d'un an après les premiers cas de Covid, ce qui est très rapide pour un vaccin. Bon, c'est un argument très pertinent. C'est pas un complotiste, hein, c'est un argument très pertinent. Et moi, je lui dis, bah oui, je suis d'accord, mais moi je pense que c'est normal, vu qu'il y a eu des sommes considérables allouées pour ce vaccin, parce que le monde entier était paralysé, que tous les laboratoires du monde ont travaillé ensemble, ce qui était très rare, il n'y avait pas de mise en concurrence, que l'on connaissait déjà la souche du Covid, parce qu'il y avait le SRAS-CoV-1 qui était sorti il y a 20 ans, et que comme il y avait beaucoup de contaminés, on a pu faire très facilement beaucoup de tests, tester les vaccins. Et il a dit: «Ah oui, c'est un argument pertinent». Et donc en fait, comme je lui ai montré que son argument, pouvait être mis en question, il a changé sa conviction. De même que ce jeune homme qui pense que la Terre est plate parce qu'un avion peut pas voler si la Terre est ronde, si je lui montre que c'est possible, qu'un avion peut voler sur une Terre ronde, bah, il va peut-être changer sa conviction et dire: «Ah bah oui, c'est vrai». Ça, c'est en fait quand l'argument est la cause de la conviction. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, c'est contraire. Très souvent, on a une conviction qui est la Terre est plate. Et en fait, c'est la base de notre raisonnement. Je suis convaincu que la Terre est plate. Et après, je vais justifier ma conviction avec plein d'arguments. Parce que je pense que la Terre est plate, je dis que les avions peuvent pas voler sur une Terre ronde pour justifier ma conviction. C'est pas mon argument qui justifie ma conviction. Pardon, c'est pas mon argument qui m'amène à croire à une conviction, c'est l'inverse. Parce que je suis persuadé qu'on nous ment que la Terre est plate, je vais sortir cet argument. Et là, le problème, c'est que si je lui explique qu'en fait, bah, si un avion peut voler sur une Terre ronde, il va pas changer d'avis, puisque l'argument n'était qu'un prétexte. Il va sortir d'autres arguments. Oui, mais l'horizon, il est plat. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques que des trains peuvent avancer alors que les rails des trains sont pas courbés? Comment ça se fait qu'on voit qu'une seule face de la Lune? Ça se trouve, la Lune, elle est plate aussi. Désormais, l'argument est la conséquence de la conviction et pas la cause. Et là, c'est compliqué. Parce que là, si tu restes uniquement sur l'argument, tu vas pas changer sa conviction. Ce qu'il faut, c'est comprendre d'où vient sa conviction. La conviction, elle va venir, entre autres, d'une croyance. Alors, croyance, c'est un mot très générique. Ça peut être une croyance religieuse. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Ou alors qui sont complotistes, au sens de croyance, au sens où je pense qu'on nous ment sur tout. Donc, si les scientifiques nous disent que la Terre est ronde, alors la Terre est plate. Et là, il n'y a pas un argument qui va fonctionner. Il y a d'autres raisons qui vont pousser quelqu'un à avoir une conviction. Ça va être ce qu'on appelle le biais d'engagement ou d'identification. C'est-à-dire que si une personne, depuis 20 ans, professe que la Terre est plate, il fait un avec sa croyance en fait. C'est devenu une conviction personnelle et attaquer cette croyance, c'est attaquer la personne. J'ai connu une personne qui était complotiste. C'est très dur, elle n'est plus complotiste, mais ça a été très très long parce qu'en fait l'engagement était tel, son réseau social était constitué uniquement de complotistes, donc quitter tout ça, c'était pas juste une histoire de réflexion rationnelle, c'était aussi socialement très difficile. Et il y a aussi le contexte social. Si votre élève vous contredit devant une classe pour faire son intéressant, là, le but, c'est pas d'avoir raison. Enfin, le but, c'est d'avoir raison, même si on a tort. Le but, c'est de faire face au prof, de contester l'autorité. Donc, c'est des raisons qui dépassent le simple rationnel. Bon, comment est-ce qu'on peut régler ça? Eh bien, pour résumer,
Pourquoi une information peut être rejetée par l'élève? Donc ça peut être la conséquence d'une conviction plus profonde, d'une croyance personnelle ou religieuse, ce qu'on a vu, d'un engagement personnel de la conviction, parce que ça fait trop longtemps qu'il est là-dedans, ou de la situation conflictuelle. On va voir les différentes manières de remettre en question ça, justement. Si c'est l'histoire d'une croyance personnelle ou religieuse, bah, première chose, c'est montrer qu'on peut garder cette croyance tout en changeant sa conviction. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut être croyant et penser que la Terre est ronde. J'ai eu un débat sur Twitter il y a quelques mois où je parlais de comment on appelle ça, la théorie d'évolution. Et où j'expliquais pourquoi c'était plutôt une théorie qui fonctionnait. Et la plupart des gens qui contredisaient ma théorie, c'était des religieux. Musulmans et chrétiens principalement. Et en fait, ce que j'ai fait, plutôt que, enfin voilà, euh, j'ai pas attaqué leur foi directement, bien évidemment. Ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit, mais vous êtes au courant qu'il y a eu des grands penseurs religieux qui étaient aussi de grands savants. Avicenne, Averroès bien sûr, mais Avicenne par exemple, un immense penseur musulman, l'un des fondateurs de la médecine moderne, qui était religieux. Donc en fait, on peut avoir une foi religieuse et accepter la science. C'est pas contradictoire. Et l'idée, c'est de leur montrer en fait que vous pouvez rester croyant tout en comprenant que la théorie d'évolution, c'est un truc qui fonctionne bien. Parce que souvent, ces personnages, justement, ont associé les deux et se disent, si je crois à la théorie d'évolution, je vais devoir abandonner ma croyance, ma foi. Non, pas obligé. Ce qui est intéressant aussi, notamment dans le domaine politique, c'est de jouer sur les ressorts qui vont fonctionner. On va prendre l'exemple du Covid aux États-Unis. Il y a eu des grandes campagnes de vaccination. Et ben, pour convaincre des gens, en fonction de si la personne est républicaine ou démocrate, ce ne seront pas les mêmes arguments. Si la personne est démocrate, on peut dire que le vaccin, ça sert à protéger les plus fragiles, par exemple. Donc c'est un acte social. Si on veut convaincre un républicain, on peut dire que bah, grâce au Covid, grâce au vaccin, déjà le vaccin il est américain, donc c'est bien, c'est patriote, et ça permettra au pays d'aller de l'avant, d'être plus protégé, de pouvoir se remettre au travail, etc., etc. C'est un peu caricatural, bien évidemment, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est de montrer, de voir quel est le meilleur argument, vrai, pas besoin de mentir, hein, qui peut permettre de convaincre une personne. Moi, c'est un argument que je fais beaucoup, par exemple, sur le vaccin. Une personne qui dit: «Moi, je me vaccine pas parce que Big Pharma, et cetera, et cetera». Bon, en fait, ce que je fais, c'est que j'abonde sur la raison profonde de sa défiance. Je lui dis: «Écoute, on est d'accord que les grands laboratoires, c'est des machines à fric, que, parfois ils montent le prix des médicaments, pour se faire plus d'argent, et cetera, et cetera». En gros, je dis: «On est d'accord là-dessus. Mais malgré tout, tu es d'accord que malgré tout ça, il est possible que le vaccin fonctionne». En gros, j'essaye de séparer cette conviction profonde, cette vision du monde, en disant: «Mais tu crois ce que tu veux, mais tu es d'accord que malgré tout, il est possible que ça fonctionne». Un argument que j'avais trouvé, c'était par exemple, une personne qui mettait des doutes sur le vaccin contre le Covid, en disant: «Oui, voilà, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc ils ont fait un vaccin très vite». Et j'ai sorti un argument, j'ai dit: «Écoute, les laboratoires, pharmaceutiques, ils sont concurrents, c'est des entreprises. Oui. Tu penses pas que si un laboratoire sort un vaccin qui est mauvais, il va se faire ramasser par la concurrence, défoncer par la concurrence, et la concurrence pourra sortir un vaccin qui fonctionne. Donc en fait, les laboratoires ont tout intérêt à sortir un produit parfait pour ne pas se faire défoncer par la concurrence. Ah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Ça marche si on n'est pas dans une théorie du complot que tous les laboratoires fonctionnent ensemble. Mais ça peut marcher. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est commencer par un sujet neutre pour décrire un principe et ensuite aller sur un sujet plus sensible. Par exemple, prenons cette photo. En théorie, vous allez vous inquiéter en vous disant: «Mais oh là là, la pauvre fille, ses jambes sont toutes minces, c'est horrible». Rassurez-vous, regardez bien, cette photo est une illusion d'optique. En fait, elle a un sac de popcorn devant les jambes et comme ce sac de popcorn est de la même couleur que la pelouse derrière, un peu marron jaune, le cerveau a du mal à distinguer les 2 et donc il pense que les jambes sont toutes minces. Donc vous voyez qu'une photo, en fonction de comment elle est postée, peut induire en erreur, en tout cas ne pas transmettre toutes les informations. Oui, très bien. Maintenant, allons sur un sujet plus polémique, l'alunissage américain de 1969, où là, autant il y a très peu d'élèves qui pensent que la Terre est plate, autant il y en a pas mal qui pensent que les Américains sont pas allés sur la Lune, pour des arguments pas très pertinents, mais c'est intéressant. Oui.
Oui, comment ça se fait que les photos étaient en couleur à cette époque-là? Bah, en fait, il y a déjà des films en couleur qui dataient des années 50, on n'avait pas la technologie et cetera. Si, on l'avait. Bref, l'un des arguments des élèves, outre le fait qu'il y a pas de vent sur la Lune, et là je leur dis: «Oui, mais regardez, il y a une barre en métal, au sommet du drapeau», c'est on voit pas les étoiles. Et là, il y a 2 solutions. Soit je leur explique pourquoi il y a pas d'étoiles, parce qu'il y a une explication. Mais ça marche pas très bien parce que rappelez-vous, l'un des principes de l'esprit critique, c'est de faire en sorte que les élèves et les gens argumentent par eux-mêmes. Donc moi, ce que je leur dis plutôt, c'est je leur dis, bon, écoutez, il y a 2 solutions. Soit effectivement, c'est un studio, c'est pour ça qu'il y a pas d'étoiles. Donc j'intègre dans mon raisonnement cette possibilité. Mais maintenant, essayez de trouver une autre solution qui fait que si cette photo est vraie, il y a une bonne explication pour le fait qu'il n'y ait pas d'étoiles. Et là, ils vont chercher, parce que ça reste un exercice théorique. J'essaye pas d'invalider leur raisonnement, je prends en compte et je leur demande de chercher un peu, de penser un peu contre eux. Et généralement, ils trouvent la raison qui fait qu'il n'y a pas d'étoiles dans cette photo, c'est que quand tu prends une photo en pleine nuit, que ce soit sur la Terre ou sur la Lune, s'il y a un objet lumineux au premier plan, on ne voit pas le fond, on ne voit pas les étoiles. Parce que la lumière des étoiles est beaucoup trop faible par rapport à celle de l'astronaute qui est devant. Donc voilà pourquoi est-ce que on voit pas les étoiles. Et une fois qu'ils ont fait le raisonnement par eux-mêmes, et que c'est pas moi qui l'ai dit, ça les fait un peu réfléchir. Ils vont pas changer à 100%, mais ça les fait un peu réfléchir. Ok, imaginons maintenant l'engagement personnel de la conviction. Donc la personne, imaginez une personne qui pense que la Terre est plate depuis 20 ans. En théorie, elle s'est fait moquer toute sa vie. Tous ses amis sont platistes, etc., etc. Si un jour elle trouve la preuve que la Terre est ronde, ça va être très violent pour elle. Et il y a peu de chances qu'elle accepte ça. Comme je l'ai dit, je connaissais un complotiste qui a commencé à remettre en question ses pensées. Pendant 2 ans, c'était très très dur. Déjà, il y avait des rechutes. C'est normal d'avoir des rechutes, hein. D'un coup, il repartait en mode complètement complotiste. Mais surtout, tout son entourage s'était façonné autour de ça. Parce que le complotisme, c'est excluant. Et donc, quand il commençait à douter, alors déjà, il y avait ceux qui se moquaient de lui parce qu'il était complotiste, mais il y avait les complotistes qui le menaçaient parce que justement, il devenait comme les autres, etc. Donc c'est très très dur et la personne était isolée. C'est pour ça que dans ce genre de cas, il faut garder un lien de confiance avec la personne. Le complotiste que vous avez à votre table, idéalement, faut garder un lien de confiance avec elle. On peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais ne pas moquer, ne pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que parfois, les complotistes ont des propos très violents. Quand les gens te disent que non, non, il n'y a pas de massacre en Ukraine, alors qu'on a des vidéos d'enfants qui sont massacrés, c'est violent. Mais dans la mesure du possible, si on veut qu'il y ait une amélioration, le mieux c'est de garder un contact. Parce que si un jour, cette personne commence à douter, il faut qu'elle vienne vous voir. Si réfléchissez, si vous connaissez une personne qui est dans ce genre de pensée, demandez-vous, est-ce que si cette personne commence à douter, est-ce qu'elle viendra me voir? Si la réponse est non, c'est pas forcément bon signe. Parce que il- si elle commence à douter et qu'on se moque d'elle, elle va plus jamais douter. Elle va se renforcer dans ses croyances. D'accord? Il faut montrer que c'est l'idée qu'on attaque, pas elle. Comme je l'ai dit, on peut être en désaccord avec une personne, mais dire, écoute, c'est pas contre toi. Je te dis juste pourquoi moi, je ne crois pas à cette pensée. Et là, la personne ne peut pas trop nous dire, comment dire, c'est moi que tu attaques. Non, non, c'est pas toi que j'attaque, je te dis juste pourquoi moi, je ne pense pas comme toi. Marque une différence, mais isoler l'idée de la personne. Ne pas chercher à écraser l'autre, bien évidemment. Ne pas chercher à convaincre la personne, ça c'est important parce qu'en fait, ça se voit quand une personne cherche à vous convaincre. Le vendeur qui veut vous faire vendre un téléphone, vous savez qu'il veut vous faire vendre un téléphone, qu'il veut vous vendre un téléphone. Donc, il faut faire attention. Ne pas imaginer un changement de conviction de manière binaire ou progressive. C'est très dur de changer d'avis quand on est engagé dans une croyance. Donc, même si à la fin d'un échange d'une heure, la personne dit bah écoute, non, je suis toujours pas d'accord avec toi, elle vous a écouté pendant une heure. Elle va y réfléchir. C'est du long terme. C'est comme quand on enseigne à un élève, on plante des graines. C'est ça qui fonctionne. Donc ne soyez pas frustrés si la personne n'a pas changé d'avis. Il suffit qu'elle dise quelque chose genre comme j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu veux dire. Déjà, c'est un immense pas. C'est un immense pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la situation conflictuelle du débat. Donc là, si l'élève, par exemple, est en classe et cherche à vraiment vous critiquer, ça va être très compliqué de remettre en question parce que c'est comme un débat télévisé.
Le but, là, c'est vraiment de gagner, d'écraser l'autre. On ne peut pas gagner cet échange-là, parce que c'est pas un échange, c'est une compétition. Et le plus simple, c'est de quitter l'affrontement en tête-à-tête. C'est de dire, bah, on en parlera à la fin d'heure. Tout simplement. En tête-à-tête, on sera sur un échange plus profond, parce qu'il n'y aura pas de public, il n'y aura pas d'influence sociale. Et encore une fois, ne pas chercher à écraser l'autre, ne pas chercher à convaincre la personne, et ne pas oublier que c'est progressif. L'apprentissage et le changement d'idée, ça se fait sur le long terme. Maintenant qu'on a vu ça, il y a deux autres points qui me semblent importants. Ce sont deux figures très importantes en esprit critique. La première, c'est celle qu'on appelle l'homme de paille ou l'épouvantail, qu'on voit sur la photo. C'est quand on va déformer les propos de la personne avec qui on débat, on va en faire une caricature et ensuite on va critiquer cette caricature. Généralement, la caricature sera néfaste, négative, et donc voilà, ça induit une sorte de malveillance puisqu'on suppose, de manière volontaire ou pas, que la personne avec qui on débat tient de tels propos qui sont éminemment critiquables. Par exemple, imaginons que vous débattez sur le nucléaire, la personne avec qui vous débattez est pour un nucléaire, vous êtes contre et vous dites: ah oui, donc toi en fait, tout ce que tu veux, c'est que tout le monde soit contaminé et qu'on meure de d'atroces souffrances. C'est bien évidemment pas ce que pense votre adversaire, et ça va empoisonner le débat, puisqu'en fait, vous allez juste critiquer cette position-là, que lui n'a jamais tenue. Lui, ça va l'énerver parce qu'il pense que vous déformez ses propos, etc., etc. Une bonne manière de pallier à cet épouvantail, c'est de faire l'inverse, et de faire ce qu'on appelle un homme de fer. L'homme de fer, c'est l'inverse de l'épouvantail, c'est de justement tenter de cerner avec précision les propos et les arguments de la personne avec qui vous débattez. Donc de temps en temps, durant ce débat, arrêtez-vous et essayez et dites à la personne avec qui vous débattez: attends, je vais essayer de bien comprendre ton propos. Reprenons l'exemple du nucléaire. Donc toi, tu es pour le nucléaire parce que tu penses qu'avec le réchauffement climatique, il faut limiter nos émissions de CO2 et que le nucléaire, justement, est très pauvre en émissions de CO2. Et là, il va vous dire si c'est ça, si c'est pas ça. Il peut dire par exemple: oui, alors oui, mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que le nucléaire est un savoir-faire français et qu'il faut mettre ça en avant. Ok, donc je reprends ton point de vue. C'est à la fois pour des raisons écologiques, pour limiter l'émission de CO2, mais aussi parce que c'est un savoir-faire français qu'il faut mettre en avant. Oui, c'est ça. L'intérêt de tout ça, c'est que déjà vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, hein, c'est pas la question, mais au moins vous débattez sur le fond. C'est-à-dire que vous débattez vraiment sur des propos de la personne avec qui vous échangez et pas sur des propos fantasmés. Le deuxième intérêt, c'est que la personne avec qui vous débattez sera reconnaissant parce que vous essayez de comprendre son point de vue et vous lui demandez son avis, sa validation. Là, on évite tout de suite ce côté conflit, confrontation, et on va sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et enfin, ça vous permettra souvent de comprendre que la position d'adversaire, enfin, ou du débatteur n'est pas caricaturale et elle a une certaine cohérence. En fait, c'est très facile quand on débat ou quand on échange avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord, de vraiment penser que la personne mais ne sait pas à quoi elle pense n'importe quoi. Nous, on a raison, pas elle. Et en fait, quand on creuse un peu et qu'on essaye de comprendre, on se rend compte que sa position s'entend, se défend. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça a du sens. Et c'est donc plus intéressant pour tout le monde. Enfin, pour conclure, je voulais vous donner un exemple que j'ai eu avec un élève il y a quelques mois. C'était en classe, c'était lors d'un atelier d'écriture et je faisais un atelier sur la dystopie où je demandais aux élèves d'imaginer une menace actuelle qui allait devenir beaucoup plus importante de ce futur. Et généralement, les élèves parlent du réchauffement climatique, de l'IA, etc. Et un élève a eu une thématique très particulière que je vais vous montrer et qui a engendré un débat. C'est intéressant parce que là, tout ce que j'ai dit, c'est un débat théorique où on a le temps, où on est tout seul. Et généralement, c'est pas ce qui se passe. Généralement, on n'a pas de temps, où il y a des personnes. Et là, c'est ce qui s'est passé. J'avais 5-10 minutes devant moi parce que les élèves autour cherchaient aussi un sujet. Et donc, j'ai pris ces 5-10 minutes pour avoir un échange avec cet élève par rapport au sujet qu'il voulait mettre pour sa dystopie. Le sujet était, enfin, lui, son point de vue, c'était: un jour, les LGBT domineront le monde et on sera obligé de vivre comme eux. C'était son propos. C'était un propos un peu provocateur, forcément. En même temps, il y croyait également. Je tiens à dire que cet élève était enfin, très sympathique. On avait discuté un petit peu avant. Et il tient ce propos-là.
un jour les LGBT domineront le monde. Donc il part du principe qu'il y a déjà une menace maintenant, que les LGBT menacent l'existence de vie des hétérosexuels, et que plus tard ce sera vraiment une domination de leur part et qu'on ne peut pas laisser ça. Bon, et ben moi j'avais un choix. Le premier choix, c'était de dire, «Beh, ce que tu dis, ça tombe sous le coup de la loi, c'est pas bien, c'est immoral». J'ai préféré ne pas faire ça parce que c'était pas trop ma position, j'étais pas prof déjà, et il me semblait plus important et intéressant de creuser, de comprendre pourquoi ils pensaient ça, pour essayer de déconstruire un petit peu, les croyances qui soutenaient ce genre de propos. Et sa première réponse, ça a été: «Bah, en fait, un jour, un garçon m'a dragué, je l'ai repoussé et il m'a traité d'homophobe». Alors je sais pas comment est-ce qu'il a repoussé ce jeune homosexuel, peut-être qu'il l'a fait de manière assez violente. Bon, admettons. J'ai entendu ça et j'ai commencé à analyser ce propos-là. Bon, déjà, il a fait ce qu'on appelle une généralisation, c'est-à-dire que de cet exemple-là, de une personne qui l'a traité d'homophobe, il en déduit que tous les homosexuels le traitent d'homophobe s'ils refusent d'être dragués. Ce qui est bien sûr pas vrai. C'est ce qu'on appelle un raisonnement fallacieux. Comme on l'a accusé, lui, d'homophobie, parce qu'il a refusé les avances d'un homme, et ben désormais, dès qu'on refuse les avances d'un homme, on est traité d'homophobe. Encore une fois, ce n'est pas vrai. Bon, une fois que j'ai compris ça, l'idée c'était justement de casser cette généralisation. Par exemple, j'ai dit, bah, peut-être que c'est juste cette personne-là qui est comme ça. Et les autres ne vont pas traiter d'homophobe. Moi, par exemple, on m'a jamais traité d'homophobe quand j'ai refusé les avances d'un garçon. Donc l'idée, c'était de montrer que son expérience n'avait pas valeur de généralisation. Mais bien sûr, ça s'arrête pas là, parce que généralement, quand on tient ces propos-là, c'est pas juste une anecdote qui va convaincre. À côté de lui, il y avait son voisin qui a pris part à la discussion, et les deux étaient des personnes religieuses, en tout cas croyantes. Et le voisin a dit, pour moi, c'est Adam et Ève, c'est un garçon, une fille. Bon. Et là, c'est compliqué, parce que là, on va dans le domaine de la foi. C'est compliqué, dans un débat très court, de critiquer ça, de remettre ça en question. Donc, moi, ce que j'ai fait sur le moment, c'est que je suis passé à autre chose. J'ai continué la discussion sur un autre sujet. À la réflexion, ce que j'aurais pu dire, c'est dire, mais ça, c'est tes croyances à toi. Toi, tu considères que c'est Adam et Ève, mais il y a peut-être d'autres personnes qui considèrent que c'est pas ça. Et encore une fois, je casse la généralisation. C'est souvent un débat que j'ai déjà eu avec des personnes qui étaient un peu anti-homosexuelles. Ils disaient, mais moi, ça me dégoûterait. Ah oui, mais bah donc tu n'es pas homosexuel, c'est pas grave, ça te concerne pas toi. L'idée, c'est un peu de déconnecter le ressenti personnel de ce que peuvent penser les autres. Ce qui devrait être la base, hein, mais voilà, c'est un peu. Donc, ce que j'aurais pu dire pour dans ce cas de figure, c'est dire, ouais, mais en fait, ça, c'est tes croyances à toi. D'autres personnes peuvent avoir d'autres croyances et c'est tout à fait respectable et il faut le respecter. Ensuite, on a une phrase qui est très parlante qui s'appelle l'appel à la nature, c'est pas naturel. L'homosexualité, c'est pas naturel. Et là, on a deux réactions. En fait, il y a deux manières de répondre à ça. L'appel à la nature. La première chose, c'est bah, la fameuse Dandor de Fontenelle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que l'homosexualité n'est pas naturelle? C'est-à-dire que bah, il n'y en a pas de la nature en dehors des humains. Bien sûr que c'est pas vrai, il y a plein d'animaux qui sont homosexuels, et c'est comme ça que j'ai répondu. D'ailleurs, j'ai dit, bah, en fait, c'est pas vrai. Enfin, il y a des pingouins qui sont homosexuels, il y a des chimpanzés qui sont homosexuels, et en plus, c'est très utile dans une tribu, par exemple, parce que les homosexuels vont s'occuper des enfants des autres pendant que les autres vont chasser, etc. C'est même nécessaire. Ça, c'était une première étape, mais j'aurais pu continuer, j'ai pas eu le temps parce que c'est un débat assez court, en disant: «Mais naturel ou pas, on s'en fiche en fait. Pourquoi est-ce que parce que c'est pas naturel, c'est pas bien? Les champignons vénéneux, c'est naturel, mais c'est pas bien. Le micro devant lequel je parle, c'est pas naturel. Est-ce que c'est bien ou pas? Bah, peut-être que c'est pas très bien, dans des conditions de création du micro, par exemple, ou, d'un point de vue du recyclage, mais par essence, c'est pas parce que c'est pas naturel que c'est pas bien». Donc en fait, que même si aucun animal n'était homosexuel, ça ne rend pas moins légitime l'homosexualité humaine parce que il y a aucun lien en fait. Ce qui est naturel n'est pas forcément bien ou pas bien, ça n'a rien à voir. Mais dire ça, ça marche mieux quand avant on a expliqué que mais si c'est naturel. Si, si, l'homosexualité existe parmi toutes les espèces, même si c'était pas le cas, hein. Par exemple, la religion c'est naturel ou pas? Je pense pas que d'autres animaux soient religieux. Est-ce qu'on devrait interdire ça? Donc en fait, c'est pas un argument, la nature. Et ensuite, on est arrivé, en fait, à ce moment du débat,
de l'échange, je sens les deux élèves disaient quelque chose genre: «Oui, mais bon, en fait, les homosexuels, ça va. Les homosexuels, ça va» et je sentais qu'on allait arriver sur la transidentité parce que c'est un peu le sujet du moment. Il y a beaucoup de tensions par rapport à ça et à un moment, des élèves lâchent, «Oui, regardez les trans, par exemple. Si on laisse passer la transidentité, bientôt on aura des xénogenres». Alors, les xénogenres, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on s'identifie à une autre espèce que l'espèce humaine, un chat et cetera. Bon, j'ai pas d'avis là-dessus, moi j'en sais rien, ça m'intéresse pas trop d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue rhétorique, ça s'appelle le sophisme de la pente savonneuse ou pente glissante. C'est quand, on imagine que si on autorise une action, naturellement, sans pouvoir le stopper, il y aura plein d'autres actions qui vont arriver et qui vont être catastrophiques. Il y avait un homme politique, que je ne citerai pas, il y a quelques années, qui, alors qu'on voulait couvrir des paquets de cigarettes d'une protection neutre pour pas voir la marque, avait dit: «Mais si on commence à faire ça, demain, qu'est-ce qu'on fera? Demain, on va couvrir les étiquettes de vin et ce sera fini de nos cépages et de nos traditions». Et donc en fait, il est parti d'une anecdote presque, qui était de couvrir des paquets de cigarettes pour arriver à la fin de nos traditions, viticoles. Ça fait maintenant 10 ans qu'on a couvert les paquets de cigarettes, les étiquettes de vin ne sont pas toujours couvertes, sont toujours pas couvertes, donc ça n'a bien sûr aucun lien. Et bah, ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai fait une comparaison. J'ai dit par exemple, bah, j'ai dit: «Ce que tu dis, c'est intéressant parce que quand il y a eu un débat pour le mariage pour tous, paradoxalement, il y avait pas trop de soucis avec ça d'ailleurs, il y avait des gens qui disaient: «Mais si on autorise ça, dans quelques années, on pourra se marier avec des animaux. Est-ce qu'on peut se marier avec des animaux? Non». Bon, bah, tu vois? Donc en fait, c'est pas parce qu'on autorise la transidentité qu'on va autoriser les xénogenres. Indépendamment de savoir s'il faut autoriser les xénogenres. Là, il fallait vraiment aller au plus simple. Donc il faut désamorcer cette fameuse pente savonneuse. Et enfin, il y a eu de: «Mais enfin, c'est pas normal». Et là, c'était un peu en fait, c'est un peu la raison principale. C'est qu'il y a ce qui est normal, ce qui est pas normal. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'appel au bon sens. Il y a des choses qui sont normales et des choses qui sont pas normales. Mais normal, en fait, ça a 2 sens. Première, c'est ce qui est accepté comme faisant partie de la norme. Et pour eux, l'homosexualité, les LGBT ce ne sont pas des personnes normales. Mais normal, ça veut dire aussi la majorité. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la norme, c'est une personne qui est dans la majorité. Et là, c'est intéressant parce qu'on peut jouer sur ce double sens de normal. Parce que c'est quoi la normalité? Est-ce que la normalité, c'est forcément la euh, majorité? Parce que lui, son argument, c'était, comme ils sont en minorité, c'est que c'est pas normal. Et là, je lui dis, mais attends, toi, tu es bien issu d'une minorité aussi? Oui. Bah, est-ce que à cause de ça, tu n'es pas quelqu'un de normal? Ah bah non. Et bah c'est pareil. Encore une fois, raisonnement par comparaison et montrer que on peut être de la minorité et être normal, ce sont deux choses différentes. Donc en conclusion, donc là après on a fait on a fait l'atelier d'écriture, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça s'est passé en 10 minutes, donc j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas essayé d'être en confrontation. J'ai dédramatisé aussi. Je lui ai dit, ben voilà, bon, il y a un homosexuel qui t'a maltraité, bon bah voilà, c'est un con. Et alors? Le fait de dédramatiser, ça a permis de montrer qu'en fait, voilà, il se montait en épingle quelque chose qui n'était pas si important que ça. J'ai beaucoup usé de la comparaison. J'ai pris un exemple, sur lequel ils étaient d'accord et j'ai transposé sur le sujet où ils étaient pas d'accord pour leur laisser eux-mêmes faire ce lien. Je rappelle que c'est un très bon moyen de faire réfléchir par eux-mêmes des gens avec qui on débat. Ce sera plus facile ensuite pour accepter quelque chose. Et il faut laisser faire le temps, bien sûr. Je pense pas qu'après mon intervention, le jeune garçon est parti dans les Pride avec un drapeau LGBT. Mais je pense que ça va semer quelques graines. Et ce qui est intéressant, c'est que 2 3 semaines après, il m'a contacté sur Instagram en message en disant: «Ah bonjour, je suis machin, c'est avec moi que vous avez eu ce débat sur les LGBT». Le fait qu'il fasse ça me laisse penser qu'il vient repenser après mon intervention. Et ça, c'est très très bon signe. Il va pas me dire: «Oui, je change d'avis», parce qu'il y a un peu d'orgueil, et cetera, qu'il faut du temps pour déconstruire ce genre de choses. Mais on plante des graines. On plante des graines. Donc voilà, ça c'est la conclusion de mon intervention. Donc je vous remercie déjà de l'avoir suivi. Et pour résumer, vérifiez l'information sur internet.
Vérifier si l'information est vraie, vraiment arrivée. Vérifier si on n'a pas un biais du survivant au sens où on a une conclusion erronée par rapport à ce que l'on voit, puisqu'on ne se base pas sur tous les échantillons. Comprendre d'où viennent les convictions des personnes, pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. C'est très important parce que souvent on est frustré parce qu'on a beau sortir des arguments, ça ne marche pas. Mais parce que la raison n'est pas rationnelle. La raison ne vient pas des arguments. Les arguments sont des prétextes. Et enfin, une petite mise en pratique avec ce débat que j'ai eu avec cet élève, il ne faut pas voir comme un échec le fait qu'il n'ait pas changé d'avis à la fin d'un débat. Il faut planter des graines, inciter à la réflexion, montrer les incohérences et laisser faire le temps. Il faut faire confiance. Voilà. Je vous remercie en tout cas, merci d'avoir suivi cette formation et je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à tous.